Papa, l'emballage, je le mets dans quelle poubelle? Mais ça où tu veux, on s'en fout. Papa, ça va pas du tout. Je te rappelle que tu es responsable de mon éducation. C'est à toi de donner le bon exemple. Bonjour, la scission de l'enseignement moral et de l'enseignement religieux à partir de 1882 a fait émerger un impensé pédagogique imposant une confrontation à un problème imprévu. La religion, fondée sur le principe de la foi et de la pure croyance, c'est-à-dire sur l'adhésion à un discours sans aucune forme de preuve, du fait de leur impossibilité logique, impose un consentement à des mystères et la soumission à un credo. Il faut y croire parce que c'est insensé. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est 3 et 1. 1 c'est 3, 3 c'est 1. Voilà, donc alors ça c'est inexplicable, soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas, mais il n'y aura pas de preuve. La morale, en se fondant sur le catéchisme, n'a donc pas à justifier ou expliquer sa validité, se contentant de s'imposer au sujet qui n'a qu'à la mémoriser et s'y soumettre. En conséquence, la transmission d'une morale religieuse n'a jamais visiblement posé de problème pédagogique, se limitant à la rigueur à des questionnements didactiques pour faciliter la mémorisation des sujets. La morale, c'est comme le catéchisme, ça se récite, voilà. Et du coup, il n'y a plus de problème. Le principe d'une morale laïque et républicaine est autrement plus complexe. S'adressant à une personne libre, il ne saurait être acceptable de simplement l'imposer aux individus au nom d'un vivre ensemble républicain. Le citoyen doit consentir librement et donc, pour des raisons valides et légitimes, aux valeurs nécessaires à la vie en communauté. Tel est le problème nouveau émergent avec l'idée d'une morale laïque. Comment parvenir à unifier le libre choix du citoyen qu'il faut respecter et le besoin effectif de voir ce dernier se soumettre aux valeurs unificatrices. Bon, je résume. Tu es libre, tu peux penser ce que tu veux, mais à la fin, tu fais comme tout le monde. Classiquement, l'outil nécessaire pour faire plier la liberté n'est autre que la vérité elle-même. Vérité et liberté étant en cela deux éléments complémentaires d'une même harmonie des fins humaines. Le bonheur, le savoir, la vertu et la liberté sont liés par une chaîne indissoluble. Plus l'homme connaît, plus il est vertueux et moral, la connaissance permettant d'éclairer et de justifier la bonne action, qui est inséparable de la vérité. Seul l'insensé, soumis à ses impulsions, ose s'opposer à l'ordre des raisons et refuser des évidences démontrées par le raisonnement. Bon, ça c'est la grande idée des Lumières. Plus l'homme progresse dans la connaissance du vrai, plus son action sera conforme à l'idée de bien. C'est pas bien de faire ça, hein? Une telle idéologie tombe toutefois en conflit avec le fait que l'éducation morale s'adressant aux enfants, ces derniers n'ont pas encore les moyens intellectuels de saisir l'intelligibilité de la morale de façon purement rationnelle. L'enfance, lieu de la naïveté et de l'irrationalité, n'est pas disposée ni disponible pour une approche théorique de l'action raisonnable, intégrant bien au contraire de façon désorganisée tout un ensemble de conseils et de préceptes incohérents, et cela sans critique. Il est presque impossible que nos jugements soient si purs ni si solides qu'ils auraient été si nous avions eu l'usage entier de notre raison dès le point de notre naissance. Ainsi, les travaux de Kohlberg soulignent bien une évolution lente et majoritairement irrationnelle du jugement moral qui n'accède à la rationalité pleine et entière que tardivement. Expliquer le principe de l'impératif catégorique kantien à un enfant de 2 ans, moi, je crois que ça sent l'échec, c'est l'échec assuré. Je sens qu'ils vont pas y arriver. La solution est rapidement esquissée. Une seule méthode vous permettra d'obtenir les résultats que nous souhaitons. C'est celle que le Conseil supérieur vous a recommandée. Peu de formules, peu d'abstractions, beaucoup d'exemples et surtout d'exemples pris sur le vif de la réalité. L'utilisation de situations concrètes permettrait ainsi de rendre tangible une morale en présentant non des impératifs, mais des comportements sur lesquels l'enfant viendrait calquer son agir, forgeant ainsi factuellement son caractère, le rendant conforme aux attentes sociales. Une telle approche n'est toutefois pas sans poser un nouveau problème.
En proposant un étayage manifeste servant de support au contenu doctrinaire, l'enfant ne risque-t-il pas de retomber dans le même défaut que la morale religieuse, soit une approche purement imitative tenant plus du dressage que de la preuve? Ne s'agit-il pas finalement d'accabler et de convertir et non pas tant d'expliquer et de justifier? La morale de l'exemple n'est-elle pas une forme renouvelée du prêche, se faisant au détriment de la liberté à laquelle on dit pourtant s'adresser? Quel est fondamentalement le rôle de l'exemplarité et de l'exemple en morale? Dis donc, on serait pas en train de faire des singes savants là avec ton truc? Non? Non, ça s'appelle des citoyens libres. Ah ok, j'avais pas compris. Prends 2 bananes. L'apparition de la morale laïque est l'occasion d'une production importante de manuels servant de support aux cours, prodigués en classe. Parmi ceux-là, nous pouvons opposer 2 modèles antithétiques cherchant chacun à leur manière à unifier le travail réflexif et l'usage d'exemples, tous deux se réclamant d'ailleurs héritiers du kantisme. D'un côté, le manuel de Ferdinand Buisson suivant une méthode inductive, et de l'autre, le travail de Charles Renouvier, suivant lui une méthode déductive. Ok, ils doivent réfléchir, il doit y avoir des exemples. Mais alors du coup, les exemples, on les colle où? On les colle au début ou on les colle à la fin? Suivant la méthode de Pestalozzi, Buisson propose à l'enseignant de commencer sa leçon sur une situation concrète présentée aux élèves, de laquelle ils devront tirer par leur réflexion propre les impératifs moraux universels. Pestalozzi et ses disciples substituent l'intuition à l'abstraction et font entrer dans l'esprit par l'essence et sous la forme concrète tout ce que les anciens procédés scolaires y introduisaient par la mémoire à l'état d'abstraction. Le pédagogue place ainsi l'enfant dans une situation où il est amené à réfléchir par lui-même, où il se fait chercheur devant comprendre par ses propres moyens intellectuels le réel placé au-devant de lui. L'enfant, capable d'intuition, étudie son expérience, devine, compare, rapproche, fait des erreurs, les corrige, générant la connaissance par lui-même. Le savoir est ainsi un autodéveloppement et non la simple mémorisation d'informations présentées par un tiers dont il dépendrait alors. Et voilà, encore un pédagogue qui critique le système scolaire. Comment ça, obliger les gens à intégrer des savoirs en récompense de leur obéissance et de leur soumission, c'est pas finalement les former correctement? Moi, je vois pas. Non, non, non. En présentant des séries de situations concrètes à réfléchir, le manuel invite à une élévation progressive vers l'abstraction, l'élève dégageant les préceptes et règles de conduite de cas dans lesquels les devoirs se manifestent. Mobilisant une sorte de bon sens moral, l'exemple n'est toutefois pas sans jouer sur une certaine identification enflammant l'imaginaire et la sentimentalité des enfants, dépassant alors le seul registre de l'illustration. On va faire du Ferdinand Buisson dans le texte. Alors un esclave, les enfants, vous m'écoutez bien, c'est quelqu'un qui est maltraité, qui est blessé, parfois qui est tué, et il est séparé de ses parents, il est séparé de sa famille, on l'arrache à son papa et à sa maman. Alors les enfants, vous en pensez quoi de l'esclavage? Évoquer une intuition morale, c'est souligner dans la droite ligne du kantisme un souci intérieur de bien agir indépendamment de la morale sociale et de ses valeurs à la fois relatives et variables, mais aussi fondées dans une certaine réussite confondant le succès devant les autres avec la volonté bonne. La conscience est un guide infaillible que chacun de vous a en lui-même. C'est comme une voix intérieure que personne n'entend, excepté vous. Même si vous l'écoutez, si vous lui obéissez, vous êtes sûr de faire toujours votre devoir. La majesté du devoir, connue par la conscience du sujet, est le seul guide venu du fond de la subjectivité même, permettant de retrouver le bien tel qu'il a à être. Bon, c'est une chose de se réclamer de Kant, c'en est une autre d'être fidèle. Le kantisme ne saurait vraisemblablement accepter une telle méthode inductive. Tout d'abord, quand bien même Kant reconnaît un lien entre le jugement commun et le jugement moral formulé par le philosophe, la méthode est contraire même à la démarche d'une métaphysique des mœurs qui n'a justement rien d'empirique. En cela, la force de l'exemple ne peut fonder aucune doctrine de la vertu. Seule l'intention et non l'action permet de juger de la valeur morale, insistant sur le fait que la simple conformation extérieure au devoir n'est nullement un témoignage de moralité. Celui qui agit en suivant le devoir, mais dans l'espoir pathologique d'une récompense, ne présente pas la volonté bonne qui n'est pas seulement la condition du bien,
mais le bien lui-même. En cela, un comportement, fût-il exemplaire, n'est jamais la représentation du devoir, tant ses intentions invisibles sont toujours potentiellement corrompues. Alors c'est très bien de venir en aide à une personne, mais qui dit que t'as pas des intentions qui sont pas super morales derrière? C'est quand même fascinant comment les gens ont jamais un problème quand il s'agit d'aider les gens qui désirent. C'est marrant, hein? Ils ont pas besoin de se forcer. Ça sent le principe pas très moral. Il n'est pas possible de dériver d'un exemple la règle. Bien au contraire, pour juger de la validité de l'exemple, il est nécessaire de connaître la règle qui seule permet d'en déterminer la valeur. D'ailleurs, il n'est pas concevable non plus de parvenir à une unification cohérente de la règle à partir d'exemples qui présentent souvent des comportements contradictoires et incohérents. En conséquence, tout usage d'un exemple doit être précédé de la règle qui en rend la cohérence et dont il est une expression particulière, n'étant que la présentation d'un concept. L'exemple ne vaut que comme illustration d'un principe déjà bien compris, mais permettant d'en rendre compréhensible le contenu. Une telle illustration peut valoir par surcroît comme encouragement, manifestant, pour citer Kant, la possibilité d'accomplir ce que la loi ordonne. Telle est l'approche déductive de Renouvier. La formation morale doit débuter par un exposé abstrait des principes, d'où il s'ensuit une explication de ses contenus, pour finir sur des illustrations qui montrent à la fois la faisabilité et l'incarnation de tels principes. La plupart des manuels et catéchismes destinés à l'enseignement primaire de la morale offrent des leçons d'une nature assez basse, sous prétexte de l'infirmité d'esprit des élèves. Bon, si t'obliges jamais les enfants à se confronter à la réflexion, quand est-ce qu'ils vont devenir des êtres capables de réfléchir? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est en les forçant à penser qu'ils peuvent devenir des êtres pensants. Une telle démarche permet de clarifier les idées, de s'adresser à l'enfant comme à l'être raisonnable qu'il doit devenir, d'éviter les quiproquos sur le sens des faits, et cela sans sombrer dans des exercices purement théoriques, qui auraient pour effet de rendre totalement inintelligible la morale qu'ils doivent personnifier. Mais l'enfant est-il le seul à devoir refléter la morale? Elle suppose chez le maître une attitude conforme aux idées qu'il enseigne. L'idée d'une morale appuyée sur des modèles ostensibles à imiter a pour conséquence logique la modélisation des agents en charge de cet enseignement. Il n'est pas d'exemple possible sans des comportements exemplaires, perceptibles. Ainsi, la morale laïque reprend à son compte une inquiétude déjà présente dans l'école de l'Ancien Régime où les responsables religieux de l'école surveillaient étroitement les mœurs des personnels en charge des enseignements. Mais celle-ci prend une nouvelle forme. Là où l'on s'inquiétait jadis des croyances des maîtres, c'est désormais de leur comportement de lui-même qui est l'objet d'une observation étroite et d'une formation disciplinaire serrée. Sans renier le droit fondamental à la libre pensée ou encore à l'individualité, ne faisant pas du service un asservissement sacerdotal, les enseignants deviennent des missionnaires porteurs de la bonne parole, leur imposant conséquemment un devoir d'exemplarité qui permet au ministère de déterminer, y compris leur vie privée. L'éducateur doit être irréprochable dans sa tenue et dans sa conduite privée. Oui, bon, c'est sûr, avant, l'instituteur, il vivait dans le village, donc oui, il était sous la surveillance de tout le monde, mais maintenant, c'est fini, ça, c'est terminé. Comment ça, les élèves ont trouvé mon profil Tinder? L'idée générale présidant à une telle conformation comportementale des agents est composite. Si l'idée d'un enseignant se présentant tel un archétype moral est cohérent d'un point de vue pédagogique, soulignant à la fois la cohérence nécessaire entre parole et pratique pour un enseignement des valeurs et le fait qu'un tel modèle frappera durablement l'imagination de l'enfant, d'autres préoccupations entrent aussi en ligne de compte. Ainsi, l'exemplarité renforce-t-elle l'autorité, répondant à un souci de type disciplinaire. De même, dans un souci politique, il est essentiel pour les enseignants de se souvenir qu'ils représentent aux yeux de la population l'État, qui doit se hisser au-dessus des mœurs vulgaires ou encore populaires. Nous pouvons toutefois souligner que cette demande est bien en même temps un moyen d'asseoir une emprise moralisatrice sur les agents qui doivent désormais être totalement absorbés par les normes de leur morale professionnelle. La demoiselle de l'école ne doit pas vivre esselée comme une sainte dans sa niche, mais
Elle ne saurait non plus impunément se mêler à des exubérances de mauvais aloi. C'est quand même rare les employeurs qui s'inquiètent de ton bien dans ta vie privée. Oui, bon, c'est sûr, du coup, c'est plus vraiment une vie privée. Mais ils s'inquiètent de ton bien. La question se pose donc, faut-il des modèles en morale? Le maître doit-il devenir un archétype modélisant, servant de décalque à l'accomplissement et à la probité de l'élève? Le moyen expérimental de procéder à la formation de la vertu réside dans le bon exemple que donne le maître lui-même et qui sert de leçon aux autres. Face à un être inculte et dénué de jugement moral, le maître présente un exemple à imiter qui n'est pas sans pertinence. En effet, il démontre que l'obéissance au devoir est possible, il manifeste la force de caractère qui en est le moyen et présente les actions attendues. L'idée de caractère souligne aussi la puissance des automatismes qui finissent par présider aux actions et servent d'étayage à un jugement sûr. Or, il est plus aisé d'apprendre un bon comportement que de désapprendre. Dès lors, cette imitation dès le plus jeune âge forme une orientation droite qui semble bénéfique. Bon, je repose la question, hein. C'est quoi la différence avec dresser des singes? Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana. Une telle formation ne produit qu'une morale extérieure menant à une éventuelle confusion entre des situations légèrement différentes pour lesquelles il est essentiel de savoir comment agir et non agir par automatisme. La morale est une affaire de connaissance et d'amour de la loi réalisée par un sujet autonome qui n'a pas à reproduire un simple modèle, qui n'est pas le représentant de l'humanité à laquelle il faut s'élever, mais simplement un fait de cette humanité. La modélisation est en cela dangereuse et source de confusion, et cela d'autant plus qu'elle peut être source d'une comparaison morale qui n'est pas sans risque de frustration, et d'une concurrence qui n'est pas nécessairement saine et sereine. On en parle du petit frère à qui, en fait, on donne son grand frère en exemple et à qui on répète tout le temps « Prends exemple sur ton grand frère, pourquoi tu fais pas comme lui, fais comme lui, etc. » Ah, tu sens que ça va pas apaiser les relations fraternelles, hein, cette idée de prendre des exemples, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'insister sur la modélisation, ça apaise. Alors, faut-il abandonner toute idée d'exemple en morale? L'héroïsme ne se prêche pas, il n'a qu'à se montrer. Le propre du kantisme est, dans une optique rigoriste, de confondre la morale avec l'effort, et notamment l'effort contre soi-même, la frustration des tendances pathologiques donnant sa valeur à l'intention du sujet. Le devoir est une tension intérieure, l'expérience d'un conflit entre mobile et motif, dans laquelle le sujet est aux prises avec son propre plaisir. Mais cette vision est en opposition avec le fait que nombre de nos devoirs sont simplement réalisés inconsciemment suivant les bonnes habitudes intégrées, prenant généralement la forme d'un laisser-aller se réalisant sans réelle opposition, interne ou effort. Nous sommes moraux, sans même nous en rendre compte. Bon, t'es dans les transports en commun, tu commences pas à te dire oui, tiens, mais que me dirait l'impératif catégorique? Non, tu te lèves et tu donnes ton siège. Voilà. Tu réfléchis pas, tu fais. Le kantisme confond une situation exceptionnelle avec la norme. Une tension se produit ainsi parfois dans le sujet quand il y a échec de l'habitude déchiré par un éclair d'intelligence produisant une scission entre soi et l'attente sociale. Le sujet est alors contraint de se forcer, de se dire il faut parce qu'il faut. Mais ce faisant, il ne se manifeste pas en lui une raison, mais la verbalisation d'un instinct socialement acquis, une sorte de résistance à sa résistance. La morale kantienne est dès lors la quintessence d'une morale close qui trouve dans l'idée d'obligation pure et abstraite le sens même du devoir. Une telle morale n'est toutefois qu'une forme minimale de ce qu'elle peut être. La morale est plus grande que la simple obligation sociale. Il existe une morale ouverte prenant pour objet l'humanité entière. Dépassant l'usage social admis, nous pressant par obligation, il existe une morale qui se présente à nous sous la forme d'un dépassement des cadres moraux intégrés, pour nous projeter vers un idéal qui dépasse les réquisites sociaux et nationaux. Les grandes figures héroïques ne nous délivrent généralement pas un message qui est un message local et qui est lié aux valeurs de leur temps. Elles nous emmènent vers des
des questionnements et une vision d'un bien universel et intemporel. Comment se présente une morale ouverte sur l'humanité dans son entièreté? Loin de l'obéissance aveugle et mécanique, elle est un appel, une poussée vers l'idéal, une aspiration vers des valeurs transcendantes nous libérant d'une morale renfermée sur elle-même. Une telle élévation vers des valeurs plus hautes que le conformisme n'est pas une manifestation de l'intelligence, mais la réponse à un modèle d'homme exceptionnel qui incarne ces valeurs résistantes à toute détermination. Il y a cette histoire d'un type qui aurait croisé Gandhi et qui lui aurait dit « Ah, vite, enseignez-moi un truc !» Et là, Gandhi lui a répondu « Mon enseignement, c'est ma vie. » Voilà, c'est ça le principe des grands hommes, c'est qu'on peut pas les réduire à des compétences déterminées, on peut pas les réduire à un ensemble de devoirs. C'est une espèce de sphère irréductible de sens. Ils sont ce qu'il faut faire dans son entièreté, c'est tout. Saints, sages, prophètes, héros deviennent des modèles et éveillent un désir d'imitation parce qu'ils portent et nous transportent. Il s'agit pour les grands mystiques de transformer radicalement l'humanité en commençant par donner l'exemple. La morale prend alors la forme de la joie, une aspiration vitale et créatrice, c'est-à-dire d'une émotion qui nous grandit, nous poussant à nous modeler sur ces exemples singuliers. Moralité, l'existence des sages nous montre comment la morale peut être exemplaire. Tout le problème est de comprendre le sens de ces exemples dont toute morale sociale fait rapidement des caricatures dans le but de les réduire à des modèles déterminés qu'il faut imiter sans réflexion pour le bien de l'ordre et du groupe.